Bonjour à tous, bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Philippe Timberg. Le sujet est plus que jamais d'actualité, on en parlait dans le journal de 7h30, le fléau des punaises de lit. C'est en train de virer à la psychose. On a eu l'exemple par exemple d'un lycée parisien où des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait après qu'on ait découvert ces nuisibles dans une partie de l'établissement. Il y a aussi des cheminots à la gare Saint-Lazare qui lancent des alertes. Et vous, Sylvain Maillard, vous avez aussi lancé une alerte puisque mardi, vous avez proposé un texte, une proposition de loi transpartisane pour le mois de décembre. Mais là, il y a urgence. Est-ce qu'il faut attendre le mois de décembre ? Moi, je suis un député de Paris et donc je n'ai pas découvert maintenant le fléau que sont les punaises de lit. D'ailleurs, on l'avait porté pour les municipales en 2020 où personne ne l'avait repris. Oui, c'est un fléau. Moi, ce que je propose, c'est un texte transpartisan. Il nous faut agir efficacement contre les punaises de lit. D'abord, dans ce texte, sur le diagnostic. Nous sommes incapables, à l'heure actuelle, de donner des chiffres précis, des endroits précis où on a ces difficultés. Donc, un diagnostic. 2, vous savez combien ça coûte une intervention sur les punaises de lit ? Entre 800 à 1000 euros par foyer. Qui doit payer ça ? Est-ce que c'est l'occupant ? C'est le cas à l'heure actuelle. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin. Peut-être sur l'habitation, sur l'assurance habitation, peut-être sur une mutualisation. Certains offices HLM le font. Il faut que nous tranchions là-dessus. Et enfin, quand il y a des punaises de lit dans un appartement, c'est un immeuble. Comment faire pour que l'intégralité de l'immeuble soit traitée ? C'est sur ces points qu'il nous faut avancer. Et donc, je propose qu'on fasse un texte transpartisan. Vous avez raison. Dès décembre. Oui, alors dès décembre. Mais je note aussi que le gouvernement s'en saisit. D'ailleurs, aujourd'hui, il y aura un comité interministériel. Pardonnez-moi de préciser cela. Toutes les mesures que vous annoncez qui seront peut-être efficaces, c'est encore une fois en décembre. Là, il y a urgence et il y a aussi les moyens. Quels sont-ils pour éviter la psychose qui est en train de se développer dans une partie de la population face à ce problème ? Beaucoup de choses ont déjà été faites, en réalité. On a, depuis mars 2022, on a un plan en 6 axes qui a été développé par les différents ministres et qui permet, entre autres, pour les organismes et les entreprises qui interviennent chez vous. Avant, c'était n'importe quoi. Ouais. On avait du produit chimique. On a des entreprises maintenant certifiées. Quand vous tapez sur Internet, vous trouvez ces entreprises. Ça a déjà été fait. On peut aller probablement plus loin. Ça n'empêche pas les cas de se multiplier. Mais ça n'empêche pas les cas de se multiplier. C'est pour ça qu'il nous faut une réponse, et je pense en 3 axes que je viens de vous dire. Accompagner les familles qui sont impactées. Et surtout, il faut absolument que nous en parlions parce qu'il y a une honte sur ce phénomène-là. Il y a une honte même internationale. Exactement. Donc puisque les médias, notamment américains, se moquent de la France, qui serait devenu un pays infesté de punaises. Comment vous réagissez d'ailleurs à Vous savez, à New York, depuis de nombreuses années, je me souviens, en 2010, une énorme crise sur les punaises de lit. Ça existe partout depuis bien longtemps. Il nous faut agir en France. Vous dites que vous avez pris quand même le problème... que vous avez en tout cas réagi à cette question depuis 2019, ce n'est pas ce que répondent vos opposants, notamment à la France Insoumise, où Mathilde Panot, la présidente, votre homologue à la tête du groupe La France Insoumise, affirme qu'elle a tiré la sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale dès 2019 et que vous n'avez rien fait. Mon groupe a déposé deux propositions de loi dès 2019 avec un plan d'action par le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, je vous dis, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient n'importe quoi. Nous avons certifié des entreprises et les entreprises sont accessibles directement. Quand vous tapez sur Internet, vous avez punaise de lit des entreprises, vous avez les labels de certification qui nous permettent d'améliorer depuis quelques mois. Donc il faut quand même passer la vitesse supérieure. Mais il faut passer la vitesse supérieure. Ouais. Le gouvernement s'en saisit, mais le Parlement doit s'en saisir aussi. On a des verrous législatifs, il nous faut avancer. Le Parlement, à l'Assemblée, dans quelques jours, vous allez commencer l'examen du budget. Ça ne s'annonce pas très simple. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé un déficit qui passerait de 4,9 à 4,4 du PIB. C'est technique, mais en gros, c'est pour faire comprendre que c'est un budget de crise et encore sur des prévisions de croissance qui ne sont pas avérées. On est dans un budget d'inflation aussi qui continue à galoper en France. Est-ce que vous admettez qu'aujourd'hui, la France traverse une sorte de crise économique, en tout cas lorsqu'on regarde son budget ? Le budget, c'est un moment sérieux. Oui. C'est important, il nous faut un budget pour pouvoir financer l'ensemble de nos politiques publiques. D'abord, moi je veux dire que c'est un budget qui est important, c'est un budget courageux, c'est un budget qui va nous permettre, dans une ambition affirmée, de financer la transition écologique. On va financer 40 milliards l'année prochaine sur cette transition écologique, 7 milliards de plus que cette année. On va améliorer encore les rémunérations des enseignants, on va accompagner la sécurité, une augmentation sur la sécurité, sur nos armées, on va accompagner la justice. Et vous allez creuser le déficit.
budget. Mais en même temps, on va être raisonnable, parce que vous l'avez dit, on rentre dans une situation économique plus difficile. Il nous faut un budget de désendettement aussi, et donc nous allons avoir une trajectoire sérieuse. Nous sommes des gens sérieux et on travaille sérieusement. Nous allons nous désendetter moins vite que nos voisins. L'objectif des 3%, maintenant, il est bien loin. C'est pas vrai. C'est à la fin du quinquennat, mais lorsqu'on passe... 2027, vous savez, c'est un effort Vous y croyez? C'est un effort considérable. On passe de 4,9 cette année à 4,4 l'année prochaine. Si tout se passe bien, si la croissance est celle que vous souhaitez. C'est notre ambition. Et c'est la trajectoire dans laquelle nous nous sommes inscrits. Et nous serons à la fin du quinquennat à 3%. On s'y est engagé auprès des Français, auprès de Bruxelles. Vous l'affirmez. Et c'est une affirmation, bien sûr. Sur le plan politique, ce budget, il va faire l'objet, vous le savez, de probablement, sauf surprise, sauf coup de théâtre, de multiples 49-3 pour le faire passer, car vous n'avez pas de majorité. Est-ce que vous vous y résignez? Est-ce qu'on va gouverner la France comme ça pendant tout un quinquennat, notamment pour le budget, qui est la pierre angulaire de l'action gouvernementale, sans majorité? Bien sûr, c'est probable qu'il y ait de nombreux 49.3. Il nous faut un budget pour qu'on puisse fonctionner. L'État a besoin d'un budget, les Français ont besoin d'un budget, et donc c'est une constatation. Qu'est-ce qu'on a? On a des oppositions qui vont voter, une fois de plus, contre l'augmentation des profs, qui vont voter contre l'augmentation du budget sur l'écologie. C'est ça la réalité. Ou pour des solutions alternatives, par exemple, on a la une droite opposition LR. qui est contre toute évolution, contre tout accord, contre la raison. Je crois qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin d'une opposition qui soit constructive, mais qui sache aussi ne pas voter de façon pavlovienne contre un budget parce qu'ils veulent se positionner dans l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas, pour cette fois-ci, que la droite, les Républicains, ceux qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, et ils l'ont menacé, ils en ont brandi la menace cet été, votent les motions de censure qui seront déposées après les articles 49.3 et fassent tomber le gouvernement? Est-ce que le risque n'est pas plus sérieux qu'il ne l'était il y a un an? Je ne le crois pas, tout simplement. Je ne le crois pas. D'abord, on a eu des affirmations d'Éric Ciotti dessus, mais je ne crois pas. Ils n'ont pas intérêt à faire tomber... variable. Cet été, il disait pourquoi pas. Sur un texte marquant peut-être, mais sur le budget non, parce qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Dans la Ve République, les oppositions votent contre le budget traditionnellement. C'est comme ça qu'on se positionne dans la majorité de l'opposition. Moi, je regrette que dans la situation dans laquelle nous sommes, qu'il n'y ait pas des oppositions plus constructives qui disent voilà, on va accompagner les bonnes mesures. Et il y a beaucoup de bonnes mesures dans ce budget. Je sur l'immigration, oui, alors. Mais je ne crois pas. C'est vous-même qui l'avez dit, Sylvain Maillard, sur l'immigration. Pourquoi pas une motion de censure qui rétablirait une majorité? J'attends de voir les Républicains ou Éric Ciotti voter contre des mesures de reconduite plus fortes à la frontière des clandestins. J'attends de les voir là-dessus. Votre parti, puisque vous êtes président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, va se réunir en campus à Bordeaux ce week-end pour lancer en quelque sorte la préparation des élections européennes. Ce n'est pas encore la campagne. Est-ce qu'on connaît votre tête de liste? On sait qu'il y a Stéphane Séjourné, le patron de votre parti, qui est intéressé, Clément Beaune, ministre des Transports. Vous avez une préférence? Oui, on a plein de talents. Ouais. On a cette chance d'avoir plein de talents pour porter notre liste. Oui. Il est trop tôt et je crois que ça n'intéresse absolument aucun Français. On sait que, par exemple, Jordan Bardella conduira la liste du Rassemblement national. Ça nous intéresse, nous, et c'est normal, mais ça n'intéresse aucun Français. Personne ne m'a jamais demandé qui serait la tête de liste. On aura une tête de liste, quelqu'un qui nous portera nos idées. Vous savez que l'Europe, c'est au cœur, c'est notre ADN. Oui. Donc c'est une élection extrêmement importante. Nous aurons une tête de liste et nous la désignerons au début de l'année prochaine. L'Europe, votre ADN, elle semble impuissante aujourd'hui face à un conflit qui enflamme le continent une nouvelle fois entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, disait hier soir sur France 2 que la situation là-bas ressemblait à une épuration ethnique avec la population arménienne qui est chassée du Haut-Karabakh par les Arméniens, par les Azéris, par l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est un terme que vous réemployez? Et aussi, pourquoi il y a cette timidité de l'Europe, par exemple Emmanuel Macron qui dit que pour l'instant il n'est pas question de sanctions contre l'Azerbaïdjan? D'abord, ce que vivent les Arméniens au Karabakh est une tragédie. Oui, c'est une épuration ethnique. Ça s'appelle une épuration ethnique. Il y avait 120 000 habitants dans le Haut-Karabakh. En 3 jours, 100 000 sont partis. Ça s'appelle une épuration ethnique. Qu'est-ce que fait la France? Depuis des mois et des mois, nous essayons de négocier, de faire une négociation entre Pachinian et Aliyev, donc le leader arménien et azéri. On voit bien que les Azéris ne tiennent pas leur parole. Mais pourquoi ne pas les sanctionner? Emmanuel Macron a dit hier, pas de sanctions. Je veux le dire ici. Les agresseurs, ce sont les Azéris. Oui. Les responsables, ce sont les Azéris.
Nous, Pourquoi ce qu'on pas de a dit, sanctions ce comme qu'on on a a dit, fait pour la Russie? Catherine Colonna est allée mardi à Erevan. D'abord, nous apportons une aide humanitaire immédiate. Il y a 100 000 personnes qui arrivent en Arménie, il faut les aider. 2, nous avons dit, et c'est un pas important, qu'il y aura une aide militaire. Nous avons permis d'avoir accès des Arméniens à la facilité mais de pas paiement. de sanctions contre l'Azerbaïdjan, vous le confirmez? Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il nous faut aller plus loin. On va mettre des armes de protection pour les Arméniens. Eh bien, on vous a entendu. Merci, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.